Donc, bonjour messieurs, bonjour à tous, bonjour mesdames. Euh, Aujourd'hui, deuxième séance sur le sujet qu'a introduit la semaine dernière Christophe. Il l'a mis en lumière sur un plaidoyer en faveur du dogmatisme. Et donc, nous avons une deuxième séance aujourd'hui consacrée plutôt au débat. Avant d'entrer dans le vif du sujet, Christophe va nous rappeler brièvement ce qu'il nous a dit déjà la semaine dernière, mais pour, disons, refaire un vernis peut-être et redéfinir exactement ce qu'il entend par dogmatisme. Vas-y Christophe. Très bien. Alors, du coup, ma présentation de la semaine dernière sur le dogmatisme était constituée en six parties. Première partie, c'était définir ce qu'est le dogme et l'histoire du terme. La deuxième, c'était expliquer le fonctionnement du dogmatisme. La troisième, c'était expliquer l'organisation autour du dogmatisme. La quatrième se centrait sur le comment sont élaborés les dogmes, les nouveaux dogmes de manière générale. La cinquième était déterminer si les opposants au dogmatisme s'en étaient sortis. Et la dernière était de déterminer s'il fallait mettre fin au dogmatisme. Donc dans ma première partie, j'évoque donc la définition du dogmatisme. Dogma est un mot ancien qui s'utilisait pour toute affirmation qui avait la prétention de dire la vérité, qu'elle soit vraie ou non. C'est avoir la prétention de. Ça n'est pas un jugement sur la qualité du dogme, de qualité liée à la vérité. C'est juste, est-ce qu'elle prétend le faire? Donc, dans quel que soit le domaine, et que cette affirmation soit obligatoire ou non. C'est-à-dire qu'un dogme, à l'origine, donc à cette époque, à l'époque du mot dogma, n'était pas forcément obligatoire. Il est devenu plus tard tout le temps obligatoire, mais il pouvait déjà l'être obligatoire, mais ce n'était pas une obligation. Voilà. Pas très clair, mais je pense que l'idée est comprise. Alors, l'Église catholique l'a utilisé en le rendant systématiquement obligatoire. C'est de là qu'en fait, aujourd'hui, on a la notion du dogme qui est strictement liée avec la religion et l'obligation. Mais c'est une introduction de l'Église catholique. J'ai fait proposer donc une nouvelle définition dans mon bouquin, L'art de l'être, où pour moi, un dogme est une croyance qui se transmet sans avoir été expérimentée. Donc ça, c'est ma définition personnelle. Donc je sais pas celle que je vais utiliser. Donc elle s'approche davantage de la version ancienne du dogme, de dogma. Et donc pour la présentation, je me rattache à la version dogma, qui est la définition originale du mot dogme. Voilà. Donc dans ma seconde partie, j'explique le fonctionnement du dogmatisme. En partant de la critique du dogmatisme, je montre que le dogmatisme est efficace à protéger contre des personnes malveillantes ainsi que les erreurs, même s'il empêche des personnes secourables de venir en aide à quelqu'un de dogmatique. Donc, ces confrontations, quand on est face à un dogmatique et qu'on veut le convaincre, c'est une confrontation, sont forcément sur des sujets complexes, ce qui explique qu'un désaccord se mette en place. Et cela révèle que quelqu'un, l'un ou l'autre, fait une erreur. Mais lequel? Dans la troisième partie, j'explique l'organisation du dogmatisme. Le problème complexe est au centre de l'organisation. Tout s'articule autour de l'ambition de la résolution de ce problème. Comme très peu de gens se sentent de pouvoir le résoudre, cela commence par choisir qui sera désigné pour le faire. Il faut alors choisir des critères pour déterminer qui sera le plus à même de le faire. Malheureusement, déterminer ces critères est également un problème complexe, ce qui amène à désigner encore une autre personne pour le faire, et ainsi de suite, donc de façon récursive.
et souvent de manière plutôt inefficace. Cela s'explique par l'usage de critères compréhensibles par le plus grand nombre, mais pas forcément les critères qui seraient les plus utiles. Le conservatisme et la complaisance sont souvent dans les premiers critères. Les dogmatiques se déresponsabilisent. Ils comprennent de moins en moins leurs dogmes. Ils sélectionnent des gens de moins en moins capables également. C'est un cercle vicieux. Les personnes qui auraient les qualités requises sont rejetées principalement car leur aspect est incompréhensible et que leur envie de convaincre rebute les dogmatiques. Dans la 4e partie, j'explique comment se forment les dogmes. Le nombre de dogmes augmente avec le temps. Cela a pour effet de rendre l'élaboration de dogmes de plus en plus compliquée, puisqu'il faut qu'un nouveau dogme soit cohérent avec les précédents, au moins aussi utile et compréhensible, et qu'ils aient moins d'erreurs. Mais j'évoque le fait que les personnes qui sont sélectionnées pour le faire sont en conflit d'intérêts. Résoudre le problème remet en question leur expertise et leur rôle, qui est de trouver une solution à un problème. Ces nouveaux dogmes ne peuvent donc provenir que de personnes qui n'ont pas été sélectionnées pour le faire. Or, il est dans une situation où la plupart des gens n'ont pas la capacité de le comprendre. Et l'incompréhension provoque le rejet, le renvoi aux experts qui, eux, sont en conflit d'intérêts et peuvent devenir dangereux. Résoudre un problème complexe amène de manière surprenante à un second problème complexe à résoudre, inattendu. Bien évidemment, ce n'est pas le travail d'une personne seule. Il faudrait que la personne qui se soit déresponsabilisée reprenne sa capacité d'établir ses propres dogmes. Or, si le précurseur réussit à rendre son nouveau dogme accessible et qu'une grande partie de la population réussit à l'adopter, c'est là que en fait, on va pouvoir voir émerger un nouveau dogme. Dans mon 5e chapitre, j'observe la relation des opposants au dogmatisme. Donc il est tout à fait compréhensible que le dogmatisme soit critiqué, au vu de ce qui a été présenté plus tôt, et les problèmes que cela soulève. Je montre... je montre, au regard de leur relation avec Descartes, ou la science, Dieu, la religion, qu'il y a des incohérences, et donc des erreurs. J'observe qu'il semble y avoir une détérioration des vérités qu'ils établissent. J'observe qu'elle établit des vérités, c'est-à-dire que ceux qui sont opposants au dogmatisme mettent en place des vérités, donc des dogmes, des affirmations de vérité. Donc je remarque qu'on sélectionne des personnes qu'on appelle les scientifiques pour créer de nouveaux dogmes, des découvertes, etc., et que cela se fait sur des critères conservateurs, parce qu'ils doivent apprendre par cœur tout ce qui a été fait, enfin par cœur, ils doivent comprendre ce qui a été fait et les reprendre, et qu'il y a un conflit d'intérêts, évidemment, s'ils résolvent les solutions, en fait, leur spécialité peut disparaître, et donc ils sont complètement en conflit d'intérêts. Je constate que son organisation et ses fondations sont des héritages de la religion, et ils s'y opposent. Donc s'opposer au dogmatisme n'empêche pas de le mettre en place. Et je termine sur le constat que la dégénérescence des dogmes actuels
qui sont scientifiques même, sont dans un état très avancé et que l'émergence de nouveaux dogmes arrive dans un avenir proche. Donc ma 6e partie statue sur l'envie de se débarrasser du dogmatisme. J'explique que pour se débarrasser du dogmatisme, il faudrait arrêter de déléguer le choix des dogmes, ce qui signifie que chacun devrait avoir les siens, qu'il faudrait empêcher les gens de le transmettre et centrer la formation sur une forme initiatique. Il serait toujours possible de confier la résolution de certains problèmes complexes à des spécialistes, mais alors le critère principal de sélection tournerait autour de leur capacité à établir des dogmes de manière rapide, facile, fiable et efficace. Lors de l'émergence d'un nouveau dogme, tout le monde est formé à l'établir pour lui-même. C'est devenu une habitude, puisqu'ils sont formés dès le début comme ça, et un mode de fonctionnement. Donc voilà. Cependant, la lenteur de ce mode opératoire, la capacité de chacun à créer, à produire son propre dogme, ses propres dogmes, peut amener à une perte importante d'informations. Or, c'est là-dessus qu'excelle le dogmatisme, la conservation et la transmission, comme je l'ai défini dans mon livre, Art de l'être. La spécialité du dogme, c'est justement sa capacité à être conservée et transmise. Le dogmatisme s'est développé avec le développement de la communication et l'accroissement du vocabulaire. Et c'est pour cela que les formations initiatiques ont été dépassées par la vitesse de la multiplication du dogme, de la propagation du dogme. Je rappelle qu'il est efficace pour se protéger des personnes malveillantes et des erreurs. Et j'ajoute que la complexité que représente l'établissement d'un nouveau dogme est un moyen de sélectionner efficacement les dogmes de grande qualité avec le moins d'erreurs et portés par les précurseurs les plus capables. Ce qui fait de son défaut la protection contre les gens secourables une qualité non négligeable. Donc là, j'ai fini. Vous voulez peut-être... non, je continue sur les questions qui s'étaient posées. Il y a eu la question sur la science, où là, je vais remettre ça sur le tapis rapidement en disant que j'ai développé en fait une petite série, Religion versus science, que je vous invite à aller voir, et qui explique mon point de vue plus développé sur les deux domaines. C'est 12 épisodes de moins de 10 minutes. Il y en a pour moins de 2 heures sur une playlist YouTube, quoi. Donc je la transmettrai pour qu'elle soit ajoutée à la vidéo. Ensuite, pour la question qui concernait les conditions d'émergence d'un nouveau dogme, les contraintes, tout ça, moi j'ai regroupé au final dans une partie. J'ai pas réussi à en faire deux. J'ai pas saisi la nuance entre les deux questions qui étaient posées. Et donc la réponse, en fait, elle ne peut pas être simple, car elle dépend essentiellement de qui porte le dogme, si c'est son rôle d'établir un dogme, auquel cas c'est pas si compliqué que ça, ou si ça n'est pas son rôle, et là c'est beaucoup plus compliqué. Les qualités de ce dogme, c'est-à-dire que si le dogme est fiable, utile, expérimentable facilement ou pas, s'il est disruptif ou non, ça va changer beaucoup l'efficacité du dogme et sa capacité à prendre place. Et ensuite, c'est la qualité du précurseur, de qui c'est qui le porte. S'il est agréable ou non, pédagogue ou pas, charismatique, patient, déterminé, etc., etc. Selon le cas, la réponse est différente. Donc, il faudrait établir un certain nombre de critères de départ pour développer sur quels sont les prérequis, qu'est-ce qui est nécessaire, quoi. Je pense que ce sera plus simple.
Du coup, je réponds à une seconde question qui était sur le... Ah, maintenant, si, j'ai développé les deux, pardon. Donc, pour les contraintes d'un nouveau dogme. Donc, je peux répondre dans différents contextes historiques, parce qu'en fait, ça change avec la période qu'on traverse, et ces contraintes sont différentes en fonction du contexte, comme je le disais avant, en fait. Donc, j'imagine que la question tourne autour du remplacement du dogmatisme actuel. Et je pense qu'il faut que le dogme apporte quelque chose de concret à celui qui l'adopte. Ce dogme doit répondre aux questions complexes qu'il se pose, et cela en produisant le minimum d'incohérence dans les dogmes déjà présents et en reposant et en répondant aussi bien, si ce n'est mieux, que les dogmes précédents. Ce n'est déjà pas une chose facile de faire ça, mais considérant que de nos jours, il coexiste différents types de dogmes, il faut que ce dogme soit compatible avec ces différents types de dogmes. La probabilité que ce genre de dogme soit trouvé est extrêmement faible, mais bon, admettons qu'il soit possible de le trouver. Pour ne pas heurter, sa formulation devra être exempte de toute coloration idéologique pour ne pas être disqualifié aussitôt par un dogme ou un autre sous prétexte d'être du dogme antagoniste, quoi. Cependant, donc, comment attirer l'attention sur quelque chose qui a l'air simple, neutre et qui n'évoque aucun mystère? Captiver l'attention est une difficulté. Donc ce dogme devrait être neutre et plus efficace que les dogmes déjà présents. Il peut alors être traduit avec différentes teintes, différentes idéologies, colorations, et sera plus efficace que les dogmes déjà en place. Il s'agit donc de maîtriser tous les dogmes, toutes les variétés de dogmes, mieux que les spécialistes de chaque dogme. Or, si être meilleur qu'un spécialiste est possible, meilleur que 2 ou 3 types de spécialistes est aussi possible, comment couvrir suffisamment de types de dogmes tout seul? Donc je rappelle qu'être meilleur qu'un spécialiste, c'est déjà avoir des problèmes. Alors être meilleur que plusieurs spécialistes dans plusieurs domaines, c'est encore plus dangereux. Ajoutez à cela que lorsqu'on est spécialiste d'un dogme et que cela est contradictoire ou connu et reconnu, et que c'est contradictoire avec un autre dogme, donc l'étiquette qui vous est collée sur les différents dogmes, en fait, va faire en sorte que vous serez considéré comme compétent ou pas. Et donc être compétent dans des dogmes opposés fait de vous automatiquement une fraude. Donc c'est compliqué aussi là-dessus. Donc on ne peut pas vous considérer comme spécialiste d'un dogme et d'un dogme antagoniste. Il est donc peu probable aujourd'hui que le prochain dogme soit soutenu par une seule personne. Il faut que des précurseurs de plusieurs dogmes ou de groupes de dogmes compatibles décrivent des dogmes aussi compatibles entre eux et aussi efficaces et cohérents pour... Alors attendez, j'ai perdu ma... Pour qu'en fait le dogme puisse se répandre et devenir efficace. Bon, je me suis perdu. Bon, on va peut-être passer au débat quand même, parce que ça fait quand même 20 minutes. Oui. Bon, donc Ouais, tu as on bien peut, parce qu'après, j'ai encore la requalifié dernière sur les question, deux axes, donc sur définition du dogme et notamment rapport avec la science. Hein. Et puis le deuxième problématique qui est la question des nouveaux dogmes et de l'émergence de nouveaux dogmes. Donc je propose que, parce qu'on a déjà une vingtaine de minutes, bon, ou alors on fait une séance un peu longue, de commencer déjà par la définition du dogme,
hein, de faire le premier thème déjà, parce que sinon c'est un peu touffu, hein. Donc de se concentrer sur la question de la définition de la notion de dogme et puis de sa relation avec la science. Et on verra l'émergence d'un nouveau dogme dans un deuxième temps. Vous êtes d'accord? Franck. Oui, alors, au sujet du dogme, après c'est une vision personnelle. Je ne considère pas qu'un dogme en soi est actif. Un dogme, c'est le résultat finalement de tout un processus de réflexion qu'on ne peut pas mettre en pratique, mais qui est plutôt déductif par rapport à une réunion, à des avis, à une certaine collégialité. Je vais prendre par exemple dans le cadre de l'Église catholique, il y a un certain nombre de dogmes qui ne sont pas comme ça tombés du ciel, entre guillemets, mais même si effectivement il y a la notion d'infaillibilité pontificale et puis d'action de l'Esprit Saint sur les vérités de la foi, c'est quelque chose en fait qui est le résultat d'une réflexion. C'est-à-dire que le dogme ne précède pas la réflexion. Elle est en fait l'aboutissement. En soi, c'est une base qui permet finalement de sécuriser, entre guillemets, une action, pour le coup, et qui évite justement de tomber dans des choses trappes ou de faire des sorties de route qui ne seraient pas effectivement compatibles avec ce qui a été défini comme étant le dogme, c'est-à-dire en fait quelque chose de sécuritaire et de sécurisé. Là, j'ai pris le cadre le cadre de l'Église catholique, dans le cadre de la spiritualité. Je vais prendre dans le cadre de la science, c'est la même chose. C'est vrai que j'avais abordé le sujet la semaine dernière en disant qu'effectivement, il y avait parfois des organismes qui avaient un aspect dogmatique en ce qui concerne la pratique, mais en y réfléchissant cette semaine, je me suis dit, finalement, c'était pas les mots à utiliser. Le dogme, entre guillemets, dans la science, en fait, reflète finalement un ensemble de bonnes pratiques reconnues de manière collégiale pour être efficace en fonction des connaissances actuelles. Il peut être évolutif, effectivement, mais il n'est jamais le fruit d'un individu. C'est toujours le fruit d'une réflexion collective. Et c'est pas fixé dans le marbre. Si je repasse du côté du pôle spirituel, il y a la dogmatique au niveau religieux, mais il y a aussi la pastorale. La pastorale, finalement, est le reflet de la dogmatique, sans être véritablement une vérité fixée dans le marbre. En fait, le dogme, je ne considère pas le dogme comme étant quelque chose de foncièrement négatif. C'est quelque chose qui permet de marquer des étapes de la réflexion et de la connaissance. C'est tout. Merci. Qui veut prendre la suite sur la définition du dogme et le rapport à la science? Ouais, moi je veux bien. Non, vas-y. Alors, moi, j'ai compris, Christophe, qu'en fait, tu avais une notion du dogme là, qui venait de dogma, qui restait assez élargie à tous les domaines, pas seulement au domaine religieux et spirituel, mais aussi, en fait, j'ai l'impression au savoir en général. Voilà, l'affirmation du vrai dans le savoir, quoi, si je puis dire. Alors effectivement, ça peut avoir un certain intérêt, mais moi, ce que je pense, ce que j'appelle dogme, c'est quand ça se fige, que c'est fermé et que ça s'impose comme une vérité et qu'il ne faut surtout pas la remettre en cause. Et d'ailleurs, dans ta troisième partie, ta quatrième partie, tu parles des problèmes justement liés à la dégénérescence aussi du dogme, les conflits d'intérêts, et au fond, ça devrait poser problème, justement. Pourquoi dogmatiser? Alors, ce que je veux dire par là, et puis alors quant à la science, je ne pense pas que la science doit être dogmatique. À mon avis, c'est même à l'opposé, la science, en théorie.
En théorie, dans la science, il y a toujours le doute. Disons qu'il y a un certain consensus qui s'établit à un moment donné sur telle ou telle chose, mais il peut toujours être mis en cause par de nouveaux venus qui viennent montrer qu'il y a d'autres horizons, d'autres façons de penser les choses. Exemple, la physique de Galilée, de Galilée et de Newton, et puis qui s'élargit avec la relativité, celle d'Einstein, qui vient exploser le cadre, parce que c'est toujours dans un cadre aussi précis que les choses se fixent. Mais de mon point de vue, à partir du moment où il y a dogmatisme, en réalité, avec l'homme et l'imperfection de l'homme actuel, ce que j'appelle l'homme pécheur, c'est toujours une manière pour les pouvoirs d'imposer quelque chose à tous les esprits, à tous les autres. Et dans le domaine spirituel en particulier, puisque nous c'est la dogmatique dans le domaine spirituel, il ne peut pas y avoir de dogme. C'est impossible. Enfin, si la démarche spirituelle et l'ascension en soi-même de l'être, c'est une recherche de la vérité au sens absolu. Cette vérité, elle est en nous. Elle n'aboutira que lorsqu'on sera transfiguré ou fondu en Dieu. Donc, pour le moment, on en est loin. Il faut forcément que la quête de bonté, d'amour, de beauté dans l'humain soit constamment ouverte. On ne peut pas se figer sur des choses arrêtées dans des formules ou dans un langage quelconque. C'est impossible. Il faut que ça reste ouvert. Donc il peut y avoir une foi, et cette foi, elle est attachée à, je dirais, à la puissance créatrice, mais elle a une part d'incertitude dans sa certitude. Elle a une certitude et une part d'incertitude permanente, de manière à être prête à s'ouvrir à des choses nouvelles qui lui reviennent, je dirais, par l'intérieur, qui lui reviennent, et où son esprit s'élargit. Puisque la plupart de nos esprits sont quand même sous le coup de préjugés de toutes sortes, des préjugés culturels dans lesquels on est plus ou moins enfermé. Et d'ailleurs, tout nouveau créateur vient toujours bousculer, c'est un peu ce que tu racontais avec les nouveaux dogmes, mais les nouveaux créateurs viennent toujours bousculer ce que les anciens ont établi, ont figé, et à chaque fois, un nouveau créateur, il bouscule l'académisme qui est en place, quoi. Il ne fait pas plaisir, quoi. Même chose avec les prophètes. Les prophètes, chaque fois, sont venus bousculer les vérités qui s'étaient arrêtées à un moment donné dans une culture, dans une façon d'être, de mœurs qui s'étaient fixées. Bon, chaque fois qu'un prophète arrive, il bouscule tout ça, quoi. Et je pense que donc, si on va vers, pour moi, vers la vie spirituelle libre, elle est totalement antagonique avec tout dogme, quel qu'il soit, et toute doctrine fixée, puisqu'en plus, c'est même pas l'objectif n'est pas d'avoir une doctrine, une sorte de vérité qu'on aurait à dire aux uns et aux autres, mais l'objectif, c'est de changer son être. Voilà, moi, personnellement, comment je vois les choses. Donc, je trouve ta problématique à... Bon, enfin, je vais pas insister. Oui. Voilà. Merci, Claude. Eberhard ou pas? Oui, donc une première chose. Donc en fait, on pense dogme tout de suite religieux. C'est juste ça me fait penser tout de suite à Claude. Ce qu'il vient de dire. En fait, des dogmes, il n'y en a plus effectivement, ou alors ils sont plus, on est plus liés en quelque sorte aujourd'hui à des dogmes religieux, mais on a des multitudes de dogmes qui nous servent de partout au point que ça nous fasse une société quasiment totalitaire. Parce que tous ces dogmes qui sont autour de nous font entrer là-dedans. Et donc, on croit que parce qu'on a notre petite tête où on peut se rêver faisant partie d'un groupe spirituel, qui peut s'appeler pèlerin d'Arès ou pas, qui peut s'appeler catholique pour moi, mais en fait, on est pris dans une nasse de dogmes, que ce soit l'organisation de l'État ou tout simplement l'existence même d'un État.
Le fait même d'un État, on parle d'un dogme. Les gens vivaient sans État avant. Ils vivaient plus librement. Donc, Christophe l'a un peu abordé, mais moi, je veux le systématiser, c'est de dire que dès qu'on a une complexification d'une société, il y a de plus en plus de dogmes, et malgré le fait que l'homme veut essayer de s'échapper un peu pour pouvoir rêver un peu en dehors des dogmes. Hein, faire de la poésie, par exemple. Hein. Donc ça, c'est aussi un milieu où on peut s'échapper un peu de dogmes, mais on ne s'échappe pas de la société. Mais les sociétés complexes, elles sont fondamentalement dogmatiques. Toutes. Il n'y a pas d'exception. Et on est dedans, on en fait partie. Deuxièmement, c'est seulement lorsque la société s'écroule, mais barbarie généralisée, hein, barbarie où d'un seul coup, il n'y a justement plus d'État. Eh bien, c'est là que d'un seul coup, les dogmes, en fait, tous ces dogmes-là disparaissent, ou presque tous. Et c'est pour aussi répondre à la problématique de choisir, en fait, quelqu'un qui pourrait faire évoluer un dogme. Mais là, on n'est plus dans cette situation-là. On est dans une situation existentielle où il y a un homme qui se lève, appelons-le Jésus-Christ, ou qu'on l'appellera Jeanne d'Arc. Eh bien, d'un seul coup, il dit une vérité que les gens ne comprennent pas tout de suite, mais qu'ensuite, après, parce qu'ils souffrent, eh bien, ils vont vouloir comprendre un peu mieux ce que dit cet être exceptionnel. Hein, il y en a eu quand même dans l'histoire du monde. Eh bien, c'est là que va à nouveau se reconstituer un dogme, tranquillement. Mais même, par exemple, même au début, quand je lis Paul de Tarse, qui dit, au début, moi, quand je suis avec les Juifs, je me fais juif. Quand je suis avec les païens, donc les Grecs, oh ben, je me fais grec et païen. J'essaye de parler un peu à tout le monde. C'est seulement ensuite que ces continuateurs vont fabriquer quelque chose de plus en plus affiné, de plus en plus peaufiné, et que, au fur et à mesure que les États acceptent ce nouveau courant religieux, qui se forme ensuite un dogme de plus en plus complexe, de plus en plus contraignant, et qui va faire en sorte que les gens doivent suivre parce que c'est plus rassurant, et le dogme est là pour, en quelque sorte, protéger les gens de réfléchir par eux-mêmes, presque. Hein. On en est à ce point-là. Donc, donc, je veux bien insister là-dessus, c'est que dogme, ça n'est pas que sur le plan religieux, il est dans tous les aspects de la vie sociale, économique, politique, administratif et compagnie. Voilà, c'était le point que je voulais aborder, et que le choix de celui qui crée, ça c'est aussi très important, le choix de la personne, des fois c'est pas le choix de la personne. Bien sûr qu'il y a des sélections dans les universités, mais qui est plus de... tu penses que l'étudiant, le professeur dit à l'étudiant, tu penses comme moi ou presque, bon, je vais te laisser un tout petit endroit là où tu peux te débattre un peu, mais sur la base, il faut que tu penses comme moi. Donc il va le prendre sous son épaule et il va l'accepter d'être en fait son maître pour écrire sa thèse. Voilà, juste pour montrer un petit peu les différentes facettes. Mais lorsque la situation est gravissime, là, tout s'explose et c'est seulement un être exceptionnel, hein, peut-être Bouddha ou d'autres, qui va d'un seul coup redonner des fondements nouveaux qui ensuite seulement, s'ils sont repris, seront ensuite dogmatisés. Parce que Jésus n'est pas un dogmatique, c'est clair. Il donne certains éléments importants, et ensuite, si les gens adhèrent, c'est bien, s'ils n'adhèrent pas, c'est tant pis. Voilà. Merci Eberhard. Bon, je vois qu'il y a 2 personnes qui ont levé la main, mais je fais remarquer que je n'ai pas encore parlé sur le sujet. Et puis, j'en profite parce que Eberhard, au fond, a commencé à glisser sur cette deuxième partie, sur le deuxième thème. Je pense que sur la définition, on est à peu près au clair. Je ne vais pas répéter ce qu'ont dit les autres. Mais il a glissé sur l'émergence d'un nouveau dogme, appelons-le comme ça. Et je pense effectivement qu'il y a... Alors, il y a 2 possibilités, je dirais. Effectivement, il y a toute cette question de la fin, le fait que les anciens dogmes ne fonctionnent plus,
à laquelle on n'adhère plus et tout ça. Donc je pense que c'est une situation dans laquelle on arrive de plus en plus, même s'il y a une recherche. Et donc cette recherche, d'ailleurs, elle vient de la barbarie. Elle vient du fait qu'il y a un manque. Hein. Mais effectivement, il y aura certainement un écroulement, notamment au travers de guerres et de choses comme ça. Alors après, ce que dit Eberhard notamment, c'est de dire oui, mais il y a quand même... ça s'effondre. Et d'un autre côté, il y a aussi quand même un fond de croyance qui existe au départ qui permet de créer des petites écoles autour d'un maître qui va prendre des étudiants sous sa coupe, etc. Et ça, effectivement, malgré tout, je pense qu'il y a quand même ça, forcément. Et moi, je dirais je dirais, par rapport à ce que disait Christophe sur le fait le meilleur, il ne peut pas être spécialiste en tout, ça c'est évident. Mais je dirais, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des initiateurs, qu'il n'y a pas des pères fondateurs. Alors, il y en a qui les appellent les prophètes, etc. Qui va peut-être pas justement être spécialiste en tout, mais qui va faire ce que j'appelle le bootstrap, c'est-à-dire qui va faire la première amorce, de dire de la nouvelle croyance, du nouveau dogme, appelons-le comme ça. Et cet architecte, je dirais, eh bien, après, il va y avoir des experts de tel domaine ou de tel contexte particulier, de tel autre dogme antérieur, etc., qui va réinstancier ce nouveau principe, ce nouveau paradigme. C'est ce qui fait la différence, je dirais, justement, entre les paradigmes et les concepts, c'est que les paradigmes donnent naissance à plein de concepts qui sont cohérents avec ce nouveau paradigme. Mais il y a un nouveau paradigme qui doit être initié quelque part. Et cela, je pense qu'effectivement, c'est fatalement un petit groupe, quelques personnes qui vont lancer ce paradigme, et puis après, ça va se décliner en plein de concepts, en plein de... la science, par exemple, elle repose sur ce genre de paradigme. Il y a un paradigme qui dit, la recherche, il faut qu'on fasse des expérimentations, il y a des théories, après on les confronte à la réalité, à l'observation, et puis si les observations font que ce qu'on croyait à un moment donné établi dans un certain contexte ne l'est plus, eh bien on fait évoluer. Hein. C'est ça le fond épistémologique de la science, c'est ça. C'est la croyance en ce paradigme-là. Donc il y a forcément un paradigme, et ce paradigme, je pense, c'est vraiment... alors il faut effectivement qu'il soit apte, là je suis d'accord avec Christophe aussi, il faut qu'il soit apte à... Alors je ne pense pas qu'il peut être idéologiquement neutre, hein, je pense qu'au contraire, il prend fatalement un peu une direction. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas apte à embrasser, il doit le faire d'ailleurs, il doit nécessairement embrasser les dogmes antérieurs, peut-être en réfuter une partie, pour ne garder justement que ce qui est valable dedans et couper les branches pourries. Hein, et garder, parce que si ça a eu un succès, et là je dirais que pour le renouvellement, effectivement, c'est ça le critère. Le critère, c'est le succès, c'est est-ce que, pour savoir si un dogme il est valable ou pas, si un paradigme il est valable ou pas, c'est est-ce que il va donner naissance à des concepts, est-ce qu'il va être repris, est-ce qu'il va se diffuser dans la société, est-ce qu'il va correspondre au moment justement de cette barbarie extrême, est-ce qu'il va être apte à répondre, y compris de façon concrète, mais également de tracer une perspective. C'est ça, le critère. Donc je pense qu'il ne faut peut-être pas se poser trop de questions sur le critère, et puis il faut peut-être essayer, moi de fonder des paradigmes, de fonder un paradigme, et puis il y a peut-être des concepts qui en découlent, et puis on verra bien. En gros. Voilà, pour ma part. Alors, comment est-ce qu'on procède? Je voulais juste un tout petit point. J'avais juste un mot que je n'ai pas prononcé, que je voulais juste rajouter par rapport à ce que je viens de dire. C'est les dogmes se spécialisent de plus en plus. Voilà, c'est tout. C'est une spécialisation du dogme qui se fait dans une société complexe. Ok, comment on fait? Oui, je réfléchis à ce que dit Eberhard. Eberhard. Je sais pas.
Donc, qui veut donc sur cette deuxième thématique donc de la nouvelle spiritualité, du dogme pour une nouvelle spiritualité, qui est-ce qui veut reprendre la parole? Vous aviez levé la main à un moment donné, Claude et Franck. Oui, mais c'était à Franck d'abord, je crois. Alors Franck. Non, il y avait Christophe qui avait levé la main avant. Ah d'accord. Christophe. Non, Claude. j'ai pas levé la main. C'est Claude alors. Claude, oui. Ah bon? Ouais. Oui. Oui, ok. Oui, non, mais Eberhard me faisait penser à. Il y a pas longtemps, là, il y a un gars qui parlait sur CNews qui était un économiste et qui parlait enfin, qui n'était pas pour la croyance, je dirais, dans le réchauffement climatique. Il a écopé, je crois, de 8 000 € d'amende. Enfin bon, c'est CNews qui a payé. Mais voilà quelque chose qui est fixé, là, le réchauffement climatique comme un dogme, et qu'il est interdit maintenant officiellement de remettre en cause. Hein. Il est passé même au Conseil d'État, et le Conseil d'État a dit non, non, c'est OK. Philippe Voilà, Erlin. bon, bref. Ouais. Donc voilà Hein? Philippe Erlin. Mais bon, oui, c'est ça, oui, c'est un économiste. Et alors, ce que tu as dit, Ebrard, quand tu as dit c'est protéger les gens de réfléchir par eux-mêmes, oui, je dirais même c'est empêcher les gens de réfléchir par eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a toujours une autorité instituée, c'est elle qui s'appuie sur un dogme, en général. Et alors là, il y a quelque chose d'intéressant, parce qu'entre le maître qui vient créer vraiment du nouveau, apporter du nouveau, en fait, c'est pas lui qui dogmatise, c'est les disciples qui viennent après, la plupart du temps. Je me souviens d'une phrase de Marx, je crois, à son arrivée à New York, il a dit « Je ne suis pas marxiste », par exemple, il avait dit un truc comme ça. Mais le marxisme, c'est venu après. En général, c'est toujours les disciples qui font les religions. Hein. Ça, c'est très important, je pense, cette nuance-là. C'est le résultat d'un processus, comme disait Franck tout à l'heure. Excuse-moi, j'ai l'impression qu'on a un décalage. C'est le résultat d'un processus, comme disait Franck tout à l'heure. Voilà. Oui, d'accord. Oui. Et alors, dans le processus spirituel, qui pour moi, personne n'a la vérité au sens absolu, donc cette vérité à reconquérir, elle ne peut être fixée que par une direction. Et une direction d'évolution sûre. Voilà la bonne direction que fixe le prophète, à mon avis. Hein. Mais si vous fixez les étapes, donc, si vous les dogmatisez, vous vous arrêtez. Et à chaque fois, ça arrête l'évolution dans laquelle on est. Donc, il y a une dynamique de reconquête de soi. Cette dynamique de reconquête de soi, on ne peut pas la figer par un dogme quelconque, à mon sens, en matière de spiritualité. Je crois que tu avais demandé la parole aussi, Franck. Oui, enfin, je voulais réagir sur un point qu'avait énoncé Eberhard, mais ça a été dit par la suite, donc non, je n'y ai pas. Luc, tu veux parler peut-être? Oui, alors juste sur ce que vient de dire Claude. Alors, effectivement, et là on a un paradoxe, il y a quelque chose sur lequel il faudrait travailler, justement. Parce que l'avantage des croyances, l'avantage des dogmes, c'est qu'ils sont efficaces. C'est-à-dire qu'on l'a vu dans donc les dogmes se transmettent très bien, et les croyances permettent quand on avait vu Charles Sanders Peirce, d'être efficaces dans l'action. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se produit, des stimuli, etc., la croyance permet de réagir immédiatement. Puisqu'on n'a pas à refaire tout le processus intellectuel de doute, etc., pour dire « Ah oui, alors c'est ça qu'il faut faire ». Non. On a inscrit la croyance en soi, ça permet d'être extrêmement efficace, tel stimuli égale telle réaction. Tu vois, et on ne peut pas refaire le processus à chaque fois. J'avais fait le lien avec la négantropie, justement, parce que c'est justement quand ça se fige quelque part dans un dogme, dans une croyance, ça permet l'efficacité. Et ça va être beaucoup plus efficace que... Donc, ce qu'il faut réussir à concilier, c'est ces deux choses. C'est-à-dire que d'être
apte à dire, de détecter que les actions ne sont plus appropriées pour dire bah, il faut que la croyance, faut la remettre en cause, donc du doute par la rétroaction. C'est-à-dire il faut que ce processus, au fond, dont parlait tout à l'heure Franck, faut que ça soit un processus qui devienne un processus permanent. Il ne faut plus que ça soit un processus qui soit figé, bon, qui peut avoir des étapes où c'est figé, parce que c'est efficace, je pense mais il faut que ça soit par... faut que ce dogmatisme, cette croyance, puisse à un moment donné être remise en cause. On te perd là, Luc. Vous me perdez? Oui, ta parole est très très hachée. Ouais, elle est hachée. Oui, mais j'ai des problèmes de ta partie connexion, par bribes. visiblement, oui. Je crois que j'ai des problèmes de connexion. J'espère que ça ne va pas nuire à l'enregistrement. Voilà, moi je pense que vous avez quand Ça va même mieux, là. compris à peu près ce que je voulais dire, ou pas? Oui. C'est tout. Il m'a manqué des choses, mais bon. Christophe, peut-être pour... Alors, à moins que vous vouliez... On est à 45 minutes, donc on a encore du temps, si vous voulez. Ou sinon Christophe, pour peut-être une synthèse, une conclusion. Ok, alors bah déjà je vais reprendre un peu ce que vous avez dit. Je suis globalement en fait d'accord avec tout le monde, hein. Là-dessus. J'ai vraiment pas, il n'y a pas de grosses erreurs. Enfin, voilà, je suis pas du tout offusqué par ce que vous dites. C'est pas dogmatique, Christophe. Si. Et malheureusement, c'est ça qui est contradictoire. Donc, pour parler de la décision collégiale là, comme seule opération de création de dogme, je pense que non. Je pense que c'est la solution reine, celle qu'on préfère, celle qu'on met en avant, etc. Je pense qu'il y en a plusieurs, des modalités de création de dogmes, et notamment, les gens créent des dogmes tout le temps, mais c'est vrai que c'est la définition que j'en ai, moi, sur tout et n'importe quoi. Enfin, ça peut être, est-ce que j'ai confiance en moi? Ben, c'est pas collégial, ça va être une décision personnelle. Et ça va être un dogme, parce que qu'est-ce qui va me le prouver? C'est vrai dans un certain nombre de cas, et c'est peut-être pas vrai dans d'autres. Mais donc la collégialité, c'est vrai, et c'est bien de l'avoir souligné, c'est qu'il y en avait déjà en religion, de la collégialité, et pour la mise en place de dogmes officiels et obligatoires. Ce qu'on a de nouveau dans la science, en fait, ils ont répliqué le modèle religieux, parce que c'était on prend les évêques, on les fait réfléchir à un truc, ils pondent une réponse, la réponse est une vérité universelle, ainsi de suite. Et aujourd'hui, c'est les scientifiques, on les regroupe, ils font leur truc, on écrit une réponse, et hop, c'est devenu la vérité officielle actuelle. Donc on a le même processus avec normalement un renouvellement. Alors par rapport à la réponse de Claude, je suis d'accord sur l'idée que la vérité est inaccessible. Mais du fait de l'inaccessibilité de la vérité, tout ce qu'on est en train de dire, si jamais on dit la vérité est inaccessible, c'est un dogme. J'ai pas dit elle est inaccessible. Je sais, tu l'as pas dit, mais je te le formule comme ça en disant si tu le dis, c'est un dogme. Donc c'est problématique, c'est-à-dire que le langage oblige à produire du dogme. Rien que de parler et de décrire les choses, c'est dogmatique. Ah oui, alors là c'est la notion de dogme très élargie. Mais c'est parce que c'est pour ça que moi je relie le dogme à la communication. C'est parce qu'on a réussi à communiquer qu'en fait on s'est séparé de la vérité et qu'on a tout mis dans des petites boîtes qui s'appellent d'un mot. Et cette production langagière en fait est une production matérielle, même si c'est pas quelque chose de tangible qu'on peut taper, etc. Ça reste quelque chose de matériel puisque c'est une vocalise et après derrière c'est une sémantique et puis derrière tout ça il y a le signifié qui est en fait qu'on essaye de décrire, mais qu'on n'atteint pas forcément avec les mots qu'on utilise, puisque la chose qu'on appelle n'est pas forcément la même, ne correspond pas à la même chose chez la personne à qui tu parles. C'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est ça qui est compliqué dans la communication. Mais donc là-dessus, je suis assez d'accord. Donc mine de rien, c'est le même objectif que je vise aussi dans l'idée que chacun doit se faire ses propres dogmes. Sauf que moi, je ne renie pas le fait que les gens vont faire des dogmes. Ils vont en faire, mais il faut que ce soit le leur. Donc ça, c'est dans une projection très lointaine. Je pense qu'aujourd'hui, on dit que c'est les institutions. Tu as dit que c'est les institutions qui veulent les dogmes. Mais moi, non, je pense que les gens le veulent aussi. Il y a des gens qui veulent pas réfléchir, et c'est pas la faute des institutions. Les institutions, elles sont là pour obéir à pour
peut-être exploiter ce besoin qui est présent. Et c'est là où nous, on a parfois, si on veut que les institutions s'en débarrassent un peu, bah, c'est à nous de le faire le travail, quoi. Et c'est ça qui est compliqué. Parce que ça prend de l'énergie, comme disait Luc. Voilà, si on doit produire une réalité, un dogme à chaque fois qu'on fait un truc, ben, c'est énergivore au possible, c'est pas possible, quoi. Après, j'ai un petit paragraphe sur l'évolution de la spiritualité, parce que tu l'avais posé la question, en rapport au dogme. Je vais peut-être pas le développer là, mais c'est vraiment un truc, je l'ai, mais j'ai pas pu le développer tout à l'heure. Ok. Donc Eberhard, bah écoute, tout à fait d'accord, hein, la barbarie fait émerger un homme. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, c'est plus l'époque d'un homme. Je pense que c'est l'époque d'un groupe. Je pense que c'est l'époque de plusieurs hommes. Voilà, on n'est plus à l'époque où un seul homme va pouvoir tout faire, va pouvoir faire le truc en entier tout seul. Il faut que ce soit différentes personnes, je pense. Ça, c'est mon avis, parce que je pense que justement dans le mouvement évolutif spirituel, ben, on arrive à un moment où il faut que ce soit fait à plusieurs. Et sinon, tout à fait d'accord aussi sur la relation entre le docteur et le doctorant. C'est-à-dire qu'on croit que la science, tu peux faire ce que tu veux. Absolument pas. Tu peux pas faire la thèse sur des sujets que les gens qui sont déjà en place ne sont pas d'accord, enfin, sont pas OK pour t'encadrer et pour que tu le travailles. Donc il y a un filtre à l'entrée, tous les dogmes ne sont pas bienvenus, et c'est donc un conflit d'intérêts. Encore un. Mais c'est normal, on est dans un modèle dogmatique, et c'est comme ça que c'est censé fonctionner. Ensuite, Luc, Christophe, en ce qui concerne tu parlais de conflits d'intérêts, mais aussi, j'allais dire, d'intérêts économiques. Ah, bien sûr, il est bien évident que certaines explorations sur le plan de la science ou de la science médicale actuelle, pour être un peu plus précis, ne sont pas validées parce que ça ne représente pas un enjeu économique important en qualité d'espèce sonnante et trébuchante. Alors que ça deviendrait urgent de travailler de manière efficace sur ce domaine. Je pense en particulier aux maladies orphelines, mais comme ça ne concerne qu'une minorité de personnes, finalement, l'enjeu économique et les intérêts économiques, que ce soit au niveau des laboratoires, des recherches, voilà. Quand on voit le coût mis en place par une recherche, une véritable recherche multicentrique, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Donc on s'en occupe pas. Non, je suis d'accord. Et j'en ai des plus simples, hein, des conflits d'intérêts encore plus simples, c'est-à-dire que tu as un scientifique qui est un grand ponte à l'Académie des sciences, qui écrit des livres sur un même sujet depuis 30 ans, qui gagne de l'argent parce que ses livres se vendent tant qu'on se pose la question de ce truc-là. Et tu as un autre mec qui arrive et qui dit, mais en fait, ce truc-là n'existe pas, en fait, c'est autre chose. Il n'a aucune chance, le nouveau, de venir pour être validé. C'est pas possible, parce que l'autre a des livres à vendre. Oui et non. Parce que les livres ne se vendront plus si jamais on se rend compte que c'était nul. Je t'assure que si. Il y a des contre-exemples quand même. En France, par exemple, il y a Coppens avec son histoire. Je dis juste qu'il y a des conflits d'intérêts. Ça ne veut pas dire qu'ils ne se résolvent pas. C'est-à-dire qu'on peut trouver des gens intelligents qui arrivent à résoudre le truc, mais de base, il y a un conflit d'intérêts. Il faut renoncer, il faut que la personne en place renonce au bénéfice de tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui pour qu'il puisse faire émerger quelqu'un d'autre. Et ce truc-là, c'est quand même pas facile à faire. Sauf s'il y a consensus populaire. Voilà, c'est ça. Sauf s'il n'a pas le choix. Il y a un consensus. Enfin, c'est rare qu'il y ait un seul chercheur dans un domaine, quand même. Et là, je parlais d'Yves Coppens avec sa question de Lucie, etc., qui a été la théorie très en vogue pendant des dizaines d'années, qui maintenant est invalidée, mais par ses propres pairs, quand même. Donc ça veut dire quand même un gourou qui a quand même participé aussi à la rédaction de la Constitution française de la Charte de l'environnement, quand même. Hein. Donc, pourtant, c'est pas son domaine de spécialité, donc était quand même vachement poussé. Ces théories ont été remises en cause et ont été changées. Justement, c'est quand même l'intérêt d'être revu par ses pairs, et c'est rare qu'on soit seul dans un domaine de recherche, quand même. Non, c'est pour moduler un petit peu ça. Dans le domaine de recherche, puisque tu dois te spécialiser. Mais c'est quand même vrai. Moi, j'ai un autre exemple, c'est sur
c'est sur l'énergie, les centrales nucléaires de 4e génération, où on voit qu'aujourd'hui la Chine est en train de mettre en marche des réacteurs à sel fondu au thorium. Donc eux, ils sont très avancés. Or qu'en France, on avait un labo qui était très avancé à Grenoble, avec des recherches sur ce domaine. Ils ont été vraiment en pointe, sans doute les plus en pointe. Et parce qu'il y avait le CEA, qui eux avaient le projet Astrid, avec leur réacteur à neutrons rapides, donc des intérêts qui n'étaient pas forcément industriels, mais des intérêts du CEA, gros trucs, etc., qui étaient beaucoup plus proches des centrales actuelles et tout ça. Et donc, ils n'ont jamais émergé, ces gens du CNRS qui étaient à Grenoble. Voilà. Et aujourd'hui, c'est la Chine qui part, alors qu'on avait 20 ans d'avance. Donc voilà, c'est pour dire, en fait, il y a les deux. Quoi. C'est ça. Donc Luc, toi, tu as parlé d'initiateur. Moi, je l'ai appelé précurseur. C'était à peu près ça, en fait, l'équivalent dans mon texte. Et la neutralité, c'est vrai que j'ai parlé de neutralité sans vraiment déterminer ce que c'était, mais la neutralité, c'est être neutre par rapport au dogme. C'est-à-dire qu'il faut pas déclencher d'assentiment dans les dogmes en place. Et ce truc-là, voilà, tu peux du coup avoir un point de vue, mais il ne faut pas que ce soit gênant pour les dogmes en place. Et c'est là où c'est... tu parles pour aujourd'hui, tu parles d'une manière générale? Oui, pour aujourd'hui, ouais. Ah, pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Parce que tu as des antagonismes et voilà, si tu es étiqueté d'un côté, d'un bord ou d'un autre, c'est disqualificatif. Je pense quand même qu'il y a quand même un côté disrupteur dans le processus gérardien dont parlait Eberhardt notamment. Il faut quand même qu'il y a forcément quand même un conflit à un moment donné avec les anciens dogmes. Ça me semble quand même vachement difficile de... Sinon, il n'y a pas de rupture, si tu veux. Enfin, moi, j'imagine. Alors maintenant, on n'y est pas aujourd'hui. Donc là, on est sur de la prospective. Oui, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Mais moi, ce que j'imagine, c'est un abandon progressif des personnes qui ont été sélectionnées et qui vont perdre en puissance et en pouvoir progressivement. Et ce truc-là, en fait, si tu veux, la puissance des gens en place ne dépend que des gens qui leur obéissent. Bien sûr. Si les gens décident de ne pas leur obéir ou de douter, etc., en fait, ils perdent en puissance mécaniquement. Et en fait, si à la fin, ils se retrouvent seuls ou très peu, leur force, elle est vachement aménigée. Il ne se passe plus rien, grand-chose, quoi. Donc, pour moi, l'objectif, c'est ce truc-là, c'est d'un dogme qui se répandrait de différentes formes. Donc ça, tu en as parlé, et ça, je suis tout à fait sur la même longueur d'onde, qui prennent différentes formes et qui, en fait, amenuisent petit à petit, progressivement, les personnes en place et celles qui sont sélectionnées de manière générale. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je veux dire, même avec le fait que les gens doutent de plus en plus sans que tu aies rien à faire. Mais voilà, donc... Oui, moi, je vais vous laisser. Tu reprends les préceptes de Lénine qui disaient les forces s'accumulent pendant des dizaines, des années, il ne se passe rien, mais les forces s'accumulent, et en quelques semaines, tout change. C'est vrai. Je sais pas, ouais. Il y a des ruptures, voilà, il n'y a pas que des... Ah, il y a Claude qui est parti. C'est un peu comme quand tu as l'armée qui baisse les armes face à la foule. Enfin, c'est à un moment donné, écoute, voilà. Ils sont sympas là-haut. Donc il y a forcément tu vois, il y a des moments de bascule, hein, tu vois, de rupture, voilà. Oui. Et je pense au nombre. Parce que, comme je disais, je ne sais pas si c'était avec vous, je le disais, mais pour moi, il y a deux autorités. Il y a l'autorité et il y a le nombre. Et selon celle que tu choisis, en fait, tu n'as pas le même effet. Donc l'idée, ce serait de passer par le nombre et pas par l'autorité d'un seul homme ou d'une poignée d'hommes. Oui, mais il y a autorité et autorité. Oui. C'est pas un dictateur. Jésus n'était pas un dictateur. C'est autorité morale ou spirituelle. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas juste un... Mais il s'est retrouvé seul. Oui, c'est une personne seule qui comprend mieux les problèmes dont souffrent les gens qui eux-mêmes ne les comprennent pas. Et cet homme-là
fait révélateur. Maintenant, tu ne penses pas que ça puisse se reproduire, peut-être, hein. Moi, j'y crois, mais voilà, l'histoire nous le dira. Enfin, je veux dire, l'avenir nous le dira. Moi, ce que je veux dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, on est capable de faire plusieurs Jésus. Ouais, non. Peut-être pas aussi Jésus que Jésus, mais d'un bon niveau, meilleur que les apôtres. De toute façon, en plusieurs. façon, des Jésus, c'est un personnage qui historiquement n'est pas avéré, et je pense qu'effectivement, à cette époque-là, il n'y avait pas qu'un seul Jésus, il y en avait certainement plusieurs. C'est après que ça s'est fusionné en un seul personne. C'est l'histoire qui a été racontée, mais je pense qu'à l'époque, au contraire, il y avait une effervescence et il y avait sans doute plusieurs Jésus. Non. Alors, il y a eu plusieurs Jésus parce que c'est un nom qui était très courant, mais le Jésus en question, il est avéré parce qu'il y a deux sources indépendantes, une romaine et une juive. Il y a la romaine, c'est un discoureur romain, je ne me rappelle plus, qui vivait dans le 60 après Jésus-Christ. Il parlait de Jésus, celui qui est mort sur la croix. Donc, et il y a aussi et là c'est peut-être Franck qui nous le dira, il y a dans les interprétations et dans la tradition juive des rabbins qui disent « Ah, mais Jésus, il n'était pas fils de Marie, enfin, il n'était pas fils de Dieu parce qu'en fait, il était fils d'un légionnaire. » Oui, tout à fait. Qui était Pantéras. Je crois qu'on s'écarte énormément. Dans certaines sections du Talmud. Mais on pourra avoir ce débat si vous voulez. Hein. Oui, mais ne bloque pas parce que d'un seul coup, tu vas me le refaire après. Donc, c'est juste pour te dire, parce que tu nous l'as déjà dit, on t'a déjà à nouveau dit, non, Jésus, et par ces deux sources extérieures, est avéré historiquement. Oui, et puis il y a une source qui est quand même assez incontestable et incontestée, c'est Flavius Joseph. Flavius Joseph qui va confirmer l'existence de ce personnage, effectivement. Bon, est-ce que vous voulez qu'on mette ça au programme? Je ne sais pas si c'est vraiment intéressant, mais bon, c'est vraiment dans notre scope. Non, mais c'est détail, mais quand même. Non, mais il faudrait qu'on lui donne ses références pour qu'il change d'avis, quoi. Non, mais je sais, je n'ignore pas. Hein. Mais bon. Christophe, un dernier mot peut-être? Ça coûte rien. Ouais. Ouais, j'aimerais bien peut-être faire un point peut-être sur l'évolution qui amène au dogmatisme et derrière quelle est l'évolution suivante. Mais je pense que dans nos échanges en fait on l'a fait. Alors je sais pas si c'est utile, donc on verra. Je sais pas si c'est nécessaire. Tu y réfléchis et puis tu proposes quelque chose, un sujet si tu le souhaites. Merci beaucoup messieurs. Ça roule. Merci.